Alors, pourquoi ça autoriser tout le monde, normalement? Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, C'est tout bon. On va démarrer là dans quelques secondes, dans quelques minutes, le temps que les personnes arrivent. Normalement, vous devez avoir, s'affiche un écran avec écrit Café d'Atable et un QR code qu'on vous invite à scanner, pardon, pour pouvoir démarrer tout à l'heure par une sorte de petit tour de table. Hop, au fur et à mesure des entrées. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on a les différentes entrées dans la salle. Donc vous pouvez scanner ce QR code d'ores et déjà et on aura quelques petites questions pour ceux qui assistent, qui ont déjà assisté au café d'Atable. C'est traditionnel. Voilà, c'est bon, on a tout le ça monde. m'indique l'Algérie. Euh, on va démarrer tout de suite. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde qui est dans la salle. Donc, on est une vingtaine de personnes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au Tuba, en tout cas en ligne, pour cette édition. Donc, je suis Frédéric Lucon, je suis le directeur du Tuba et de l'association donc Lyon Urban Data. On vous reçoit donc Tuba qui est tiers-lieu des données, du numérique responsable et des enjeux urbains. On organise donc des cafés datable ou en tout cas des événements datable. Et notamment donc ces cafés datable chaque mois. Datable, c'est vraiment l'animation de l'écosystème des données du Tuba, avec différents événements, donc des cafés datable, des défis datable. C'est des temps de rencontres, de partage, de travail en commun, etc., autour vraiment de cette animation de l'écosystème des données. Les cafés datable, c'est 1 heure pour décortiquer un projet, un cas d'usage, data IA, s'interroger sur ses externalités, sur le déroulé d'un projet, voilà, autour des enjeux données IA numérique au sens large. On aura environ 40 minutes de présentation et puis 15-20 minutes de questions-réponses avec donc Claire Seignel qui est représentante, on va dire, de la société GenAI, qui vous en dira plus tout à l'heure. Je laisserai se présenter, puis présenter notamment les solutions proposées par GenAI autour notamment de la mesure de l'impact carbone, notamment des IA. Et pour démarrer, si vous le voulez bien, on va commencer avec ce petit questionnaire. Donc vous pouvez scanner le QR code là, qui doit s'afficher normalement sur votre écran. Et on va commencer donc avec ce petit questionnaire qui permet de se présenter rapidement, de savoir qui est là. Ça permet aussi à Claire du coup de savoir qui sont ces interlocuteurs, en tout cas qui sont les participants. Et je vous demande de bien vouloir fermer les micros le temps là, de la présentation. Donc je démarre, vous avez le QR code sur le côté. On a hop, une première question pour savoir si vous avez déjà participé à un café d'Atable ou non. Est-ce que c'est une première ou non? On est 24 déjà en ligne, donc euh, il pourrait y avoir jusqu'à 24 réponses. N'hésitez pas voilà, à scanner le QR code sur le côté. Plutôt une majorité de non aujourd'hui. Ah, ça se rééquilibre. Donc, en tout cas, c'est globalement, majoritairement plutôt une nouveauté. Donc, vous allez découvrir aussi ce format qu'on propose. D'habitude, donc c'est un format hybride. On est à la fois en présentiel et en ligne, mais c'est voilà. Aujourd'hui, on vous demande aussi donc si vous êtes situé plutôt sur le territoire de la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France ou ailleurs. Ça nous permet aussi de savoir d'où vous venez. Majoritairement du territoire de la métropole de Lyon pour l'instant. Allez, je vais passer à la question suivante. Donc, majoritairement sur le territoire de la métropole de Lyon.
Vous travaillez pour plutôt une administration publique, une collectivité territoriale, une grande entreprise, une ETI, une PME, une start-up, une université, enfin le monde de la recherche, une association ou autre. Eh ben, c'est assez réparti entre les différentes catégories. Peut-être un peu plus d'entreprises aujourd'hui, entre les entreprises, les PME et les startups. Hop, je vois qu'on est à 19, donc je vois que c'est à peu près le nombre de réponses qu'on a à chaque fois. J'enchaîne. Hop. Le nom de votre structure, de la structure dans laquelle vous travaillez. Donc la SNCF, Télécope, la ville de Lyon, d'Aventure, Open Data Service, Digital League, l'adresse, différentes structures, on voit, public comme privé, effectivement. Ceux qui nous rejoignent, je vous invite à scanner le QR code pour répondre à ce petit temps de présentation. Métropole de Lyon aussi. Ok, Naomi. Merci. Je poursuis sur la question suivante. Votre niveau, enfin, comment vous jugez sur les sujets data? Quel est votre niveau d'expertise? Est-ce que vous considérez plutôt comme novice, plutôt d'un niveau intermédiaire ou plutôt d'un niveau expert? Plutôt une majorité, un niveau intermédiaire, voire expert, un novice. Je vous rassure, hein, en tout cas, ces cafés data, ils ont vocation à être accessibles à toutes et à tous, à être accessibles autant à des personnes qui ont un niveau plutôt novice ou au contraire expert. Chacun doit pouvoir partir à l'issue de ce café, ou des cafés data, pouvoir retirer quelque chose de ces cafés data, on l'espère. Et puis pour finir, pardon, votre champ d'intervention, vos fonctions, elle est plutôt dans les systèmes d'information, en data science, en design, en commercial, en marketing ou autre. Toujours ce autre, il faudrait vraiment que cette slide, on la change. Ok, Peut-être plutôt Eric, pour les personnes dans autres, si vous avez envie de mettre dans le chat votre champ d'activité, ça pourrait être tout à fait, c'est possible aussi, effectivement, dans le chat. intéressant. En tout cas, merci. Voilà, on arrive au bout de ce questionnaire. Merci d'avoir joué le jeu de cette petite présentation. Ça permet de savoir un peu mieux qui est quoi. Oui, merci. Vous pouvez utiliser le chat, effectivement. Je joue plutôt RSE, éducation médias. Du coup, je vais laisser la parole à Claire pour qu'elle puisse à la fois se présenter et puis vous présenter donc le projet porté par, un des projets ou le projet phare mené par GenAI. Comme on l'a dit, il y aura un temps de questions-réponses, mais si vous pouvez aussi faire part de vos questions en cours de route, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à intégrer les questions sur le chat, justement. Et puis voilà, merci Claire, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation et de prendre ce temps de présentation en ligne aujourd'hui. Je te laisse la parole et je te laisse reprendre la main peut-être pour le partage le partage d'écran. Parfait. Je fais une tentative. Juste dites-moi si ça switch en grand. C'est bon? Ouais, c'est bon, parfait. Parfait. Vous m'entendez bien également? C'est bon, je crois aussi. Très bien. Moi, je vois pas les éléments dans le chat, donc Je si précise, vous m'entendez, question, n'hésitez pas. on dit peut-on enregistrer la vidéo? D'ailleurs, on enregistre nous ce café data. Ça sera ensuite mis en ligne sur YouTube. Vous pourrez retrouver à la fois l'enregistrement et puis la présentation, enfin le support de présentation, pardon, qu'on met aussi en ligne pour que vous puissiez y revenir ou que pour vos collègues qui n'ont pas éventuellement pas pu y assister peuvent revenir dessus. Je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, déjà, merci de m'accueillir et puis d'accueillir donc GenAI Impact, qui est une association. Merci au Tuba et puis
toute l'organisation côté café d'Atable. Donc, je suis Claire Signol, je suis secrétaire générale de GenAI Impact, donc association la 1901, qui œuvre pour créer des communs numériques, notamment visant et se concentrant sur l'impact environnemental de l'IA générative. Aujourd'hui, alors on est en full distanciel, donc je vais essayer d'avoir un flot de voix suffisamment captant pour vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas au fur et à mesure s'il y a des choses qui vous posent problème au niveau de la méthodologie ou des différents éléments que je peux présenter à interrompre, a fortiori en distanciel, comme ça on peut faire un peu ping-pong sur des éléments qui vous importeraient. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir sur un état des lieux un peu académique, surtout des engagements des parties prenantes à date dans l'environnement de l'IA générative. Vous on a un S'il vous micro plaît, actif. vous pouvez couper les micros. Merci beaucoup. Puis, donc, un petit propos introductif sur ces aspects, vous présenter l'association et les outils que nous avons développés, faire un focus sur la méthodologie pour ceux d'entre vous qui exercent dans ces domaines, ça peut être aussi intéressant, puis vous présenter nos objectifs pour 2025, objectifs qui sont assortis de trouver de nouveaux bénévoles et compléter nos connaissances et nos outils. Donc, merci encore pour cette opportunité. Petite revue de presse de l'état et du boom de consommation, notamment lié à l'essor de l'IA générative. Le gros point chez nous, c'est de se dire qu'il faut absolument sortir de ce narratif qui prétend que l'IA serait magique, que l'IA n'aurait pas d'impact ou qu'elle se développe dans un nuage qui n'a pas d'empreinte concrète et qui ne va pas puiser dans des ressources. Ces 3 petites étoiles que l'on voit communément en termes marketing sur les nouvelles solutions, les nouveaux outils, leur intégration quasi systématique désormais dans du hardware comme nos téléphones ou nos ordinateurs et tous les outils serviciels en fait liés à l'utilisation des nouvelles technologies, de la technologie. Laisserait penser que tout ça ne vient pas tirer sur notamment les limites planétaires. C'est un narratif qui est faux, qui commence à être documenté. Et on voit bien que c'est une tension qui survient au niveau des grands acteurs, puisque certains vont commencer à revendiquer le fait de rendre leurs outillages, donc que ce soit des puces, des GPU, qui sont les éléments les plus utilisés pour l'usage de l'intelligence artificielle, et la volonté de, aussi au niveau de la manière dont ils travaillent les modèles d'intelligence artificielle, clamer qu'il y a un mieux-disant en termes de consommation énergétique notamment. Donc si ça commence à surgir, c'est qu'il y a véritablement un enjeu. Par ailleurs, ce qu'on observe, ce sont des investissements majeurs. On a vu les annonces à l'occasion du sommet de l'IA qui s'est tenu en France en février dernier, des investissements aussi en matière d'infrastructure, de data center notamment. Et là, on comprend bien sur l'emprise des territoires, le fait de créer de l'emploi, etc., qu'il y a une véritable, en fait, à la fois manne, mais aussi un risque potentiel pour les territoires, notamment sur les usages de l'eau. Donc, ce qu'on a travaillé, oui, voilà. Je vais revenir, c'est un petit peu détaillé, donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez besoin de clarification sur les modèles d'IA ou le fonctionnement. Donc, la chose à garder en tête, c'est que notre association se penche sur l'IA générative, donc pas l'IA classique avant la génération. La génération concerne la création de textes, d'images et de vidéos, principalement. Donc, ce boom de l'IA générative qui est survenu dans les 2 dernières années, au regard de la rapidité à laquelle il a été adopté, on considère que ces impacts vont être décuplés.
là, je m'éloigne un peu du sujet de l'association, mais il faut interroger sociétalement la question de ce que véhicule aussi l'usage de ces modèles, à savoir une société plutôt consumériste. Donc, à travers l'usage de l'intelligence artificielle, on va venir catalyser un discours qui est déjà celui qui va puiser dans les limites planétaires et qui amène à plutôt plus de consommation. Évidemment, il y a des usages qui peuvent être bénéfiques, mais pour s'interroger sur où est-ce que je place mon usage de l'intelligence artificielle, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, et plus globalement à l'échelle géopolitique, il faut pouvoir le mesurer, parce que tout ce qui ne se mesure pas ne se contrôle pas. C'est un adage assez classique, mais qui est complètement valable ici, à fortiori avec cette effervescence et cet enthousiasme lié à l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce qu'on sait, au fond, à date, de ces modèles? On a eu, à leur émergence, deux communautés. Des communautés open source qui donnaient accès à l'intégralité en fait, des informations et un business model qui peinait à trouver son système d'ailleurs, enfin son mode de fonctionnement, qui lui avait tendance à ne pas partager l'ensemble des informations comme il est coutume de faire dans les milieux concurrentiels. Et ces derniers mois, avec les changements géopolitiques, notamment au niveau des États-Unis et les avancées aussi au niveau de enfin, dans d'autres secteurs géographiques tels que la Chine, on a eu en fait une restriction plus importante avec moins d'informations disponibles pour notamment nous, les ONG, la société civile, pour estimer tout ça. Donc, ce que l'on sait à date, c'est que ce qu'on appelle l'entraînement des modèles d'IA, donc c'est la partie en amont, pas l'usage qui est fait par les citoyens, les entreprises, etc. C'est vraiment la partie recherche et développement en amont, donc l'entraînement, lui a augmenté. Son impact a augmenté. On a pris ici l'exemple des IA de Meta, donc les modèles Llama. Et plus globalement, donc vous voyez que déjà au niveau de l'entraînement, ça augmente. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'inférence, donc ça c'est l'usage, c'est quand vous et moi, nous faisons une requête sur ChatGPT, par exemple, eh bien l'entraînement est bien inférieur à l'usage. Et tout ça, c'est issu d'une étude menée par les bénévoles de Data for Good, une association qui accompagne et qui soutient d'autres associations pour exploiter le pouvoir de la donnée. Et c'est dans ce cadre-là, suite à cette étude, que l'association Gen Impact est née dans une des saisons de Data for Good. Et ce qui a été constaté, c'est que rien que l'usage sur un mois projeté à l'ensemble de la population, le potentiel d'usage, en fait, était 18 fois plus important que l'entraînement. Donc c'est pour commencer à vous donner des ordres de grandeur. En gros, le risque, c'est que nos usages à nous et l'adoption croissante de cette technologie va augmenter de manière significative l'impact du numérique plus globalement sur la répartition des consommations et de l'impact environnemental. Il y a eu récemment aussi des éléments liés à la consommation d'eau, avec des campagnes très imagées. Il faut garder en tête qu'en fait, l'usage de l'intelligence artificielle, ça n'est pas que de la consommation de matériel informatique et tous les minerais liés à leur fabrication. Ce n'est pas que de la consommation électrique, c'est aussi de la consommation en eau, avec un besoin des data centers pour être refroidis, qui viennent en fait créer des dérivations des systèmes d'eau et du modèle de fonctionnement normal des cycles de l'eau. Et on ajoute à ça évidemment le fait que, à terme, est-ce qu'on prive une population de son eau ou est-ce qu'on refroidit un data center? Voilà. La question se pose, en tout cas de notre résilience par rapport à ces usages aussi quand on les adopte. Alors, peut-on avoir confiance en tous les chiffres que je viens de vous donner? Oui, en l'état,
c'est l'état de l'art et c'est le mieux-disant de la recherche académique qui, bien souvent, à nouveau, est mené par soit des bénévoles associatifs, soit des chercheurs qui se battent contre les courants mainstream de cet enthousiasme lié à l'IA et qui ne sont pas du tout des rabat-joie, hein, qui veulent simplement se poser collectivement la question pour pouvoir ensuite choisir les usages. Et cela étant dit, on manque énormément de données, notamment pour la raison que j'ai évoquée précédemment, à savoir que les grands ont tendance à réduire les informations mises à disposition du grand public. Donc, on a un manque de transparence, on a une méthodologie aussi qui peine en fait enfin, qui commence, hein, depuis quelques mois, on voit la multiplication d'études en la matière. Et ce qu'on avait constaté, nous, à la création de l'association il y a maintenant 1 an, c'est que on n'avait pas suffisamment d'outils pour pouvoir le rendre concret, le rendre tangible pour le grand public notamment. Et puis, c'est un sujet complexe parce que ça a à la fois trait à l'innovation, donc c'est extrêmement mouvant, et en même temps, c'est à la croisée de la RSE, comme certains d'entre vous sont experts, et de la science de la donnée, des investissements plus globaux, et puis on peut ajouter aussi les aspects géopolitiques. Ah, je crois que mon slide a bloqué. Ah, Frédéric, oui, Ouais, alors on en est au constat. Juste peut-être deux, parce qu'il y a deux questions dans le Oui. chat sur les chiffres que tu as partagés juste avant. Oui. Anaïs Dubois, alors vous pourrez préciser les questions. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire entre utilisation et consommation de l'eau? Dans ce cas-là, je ne sais pas sûr de voir bien la distinction. Et l'autre question, c'était faut-il comprendre que ces chiffres sont minorants? Ces chiffres ne sont pas minorants. On a plutôt tendance à choisir le haut de la fourchette dans les estimations et toujours garder en tête, comme la plupart des mesures d'impact, qu'on est de l'ordre de l'estimation et non pas de la mesure pure. La technique qui est adoptée et que l'on tente de reproduire, même si on n'a à date pas tous les éléments pour pouvoir faire une analyse de cycle de vie pure et dure, enfin en tout cas suffisamment documentée et qui tient compte de l'ensemble du cycle de vie des usages de l'IA, c'est que on va en fait faire parfois des extrapolations. Et ça, je vous le précise juste après, notamment sur les modèles qui ne sont pas en open source. Et pour ce qui est de la consommation de l'eau versus son usage, donc en gros, ce serait le rapport entre ce qui est utilisé et ce qui est perdu. Oui, absolument, à date, à ma connaissance en tout cas, de l'état de l'art, on n'a pas les éléments qui permettraient de le faire. Au niveau de l'association, nous, on essaie de faire des tests en situation réaliste, mais on va faire des tests sur la consommation au niveau d'un matériel informatique, par exemple. On n'a pas accès à des data centers. En l'occurrence, nos bénévoles n'auraient pas encore les capacités de gérer une telle investigation. Mais oui, est-ce que j'ai répondu à la question sur l'eau? Oui, merci. Parfait. Et pardon, Oui. Céline aussi, l'eau n'est-elle pas utilisée en circuit fermé dans les data centers? Pouvez-vous indiquer les lieux de consommation d'eau? Oui, alors je ne suis pas spécialiste du cycle de l'eau, mais en effet, alors il y a cet aspect effectivement des circuits fermés. Le fait est que l'eau devient souvent impropre à la consommation. Je sais qu'il y a une étude qui est parue récemment et qui a fait assez polémique. Je me demande si aussi côté Data for Good, il n'y a pas des choses qui sont préparées en ce moment là-dessus ou qui ont été déjà révélées. Mais le point, en fait, c'est plutôt de s'interroger sur si cette eau est retirée d'un circuit normal, elle vient forcément à manquer quand bien même elle serait en circuit fermé. Elle a aussi un taux de déplétion en fait, où on va de toute façon en perdre. Donc il faudra de toute manière aller la trouver. Et on a un besoin croissant d'implantation de data centers. Donc de toute manière, on a une augmentation de la consommation de l'eau, enfin en tout cas de son utilisation. Et quand elle n'est pas dans le circuit normal, notamment de cycle des pluies et d'autres usages en fait, qui sont peut-être des usages à estimer plus prioritaires pour le bien commun, se pose la question
la priorisation, en fait. Se posera la question à terme de la priorisation. Et je crois que dans certaines régions très tendues, se pose déjà la question. Mais je suis sûre qu'il y aura plein de questions sur les débats actuels et peut-être je pourrai répondre Voilà, on au y mieux de mes reviendra connaissances. après. Tout à fait, merci. Donc ça, c'était pour vous présenter rapidement l'idée qu'il y a derrière. Idéalement, nous, à terme, ce que l'on aimerait avec plusieurs acteurs, hein, parce qu'on collabore énormément avec des acteurs, notamment au niveau européen, c'est un peu notre positionnement aussi, c'est un positionnement non militant, c'est un positionnement scientifique pour essayer justement de pallier à ces polémiques. Nous, ce à quoi on invite, et d'ailleurs, si vous avez envie de participer, moi je vous y invite chaleureusement, c'est que au-delà des polémiques qu'on peut créer sur LinkedIn pour sa visibilité personnelle ou autre, il est important quand on challenge une méthodologie de vouloir apporter sa pierre à l'édifice et pas seulement dénoncer ou critiquer le travail qui a été fait par la communauté qui se préoccupe de ces enjeux qui vont avoir des impacts qui ont déjà des impacts sur nos vies à tous. Donc, ce que l'on fait, nous, c'est donc une évaluation des impacts environnementaux avec des modélisations, de l'expérimentation, dans une démarche qui se veut full open source. Et ça a des implications. Ça veut dire qu'on doit aussi utiliser des bases de données, notamment qui sont open source, si on veut rester dans la chaîne de l'open source. Et c'est une des difficultés que l'on rencontre, notamment avec les acteurs privés. Et pour ça, on a développé une solution, des outils avec différents publics cibles pour pouvoir estimer l'impact de l'IA générative. Donc on se concentre encore une fois vraiment sur le génératif. Il y a d'autres acteurs comme nos alliés Code Carbone, par exemple, qui vont s'intéresser à d'autres phases de l'IA générative. Donc notre solution s'appelle Ecologits. Qu'est-ce que c'est Ecologits? Donc, je pense que vous avez compris pourquoi on l'a fait. L'idée, c'était vraiment de créer des outils faciles à utiliser au regard du public cible. Donc, il y a 3 outils qui sont issus de ce projet, enfin, de cette solution portée par l'association Gen et Impact. Un calculateur grand public qui s'appelle Ecologit Calculator, sur lequel vous pouvez aller, je vous fais une démonstration juste après, en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur d'IA générative. Il y a la librairie Python. Là, c'est un outil qui est à destination plutôt des développeurs et des développeurs particulièrement ou des data scientists qui utilisent du langage Python dans leur travail ou dans leur loisir, parce que certains ont ce genre de loisir et on ne juge pas. Et puis une librairie qui est plus accessible avec un autre type de langage, à savoir en JavaScript, et plein de liens autour de cet écosystème-là pour rendre ces outils déployables dans les entreprises, dans les collectivités, etc. La librairie Python, c'est vraiment une librairie de code, comme vous avez déjà dû en voir, pour les plus novices d'entre vous. À savoir que moi, je ne suis pas data scientist. C'est vrai que je n'ai pas fait cet exercice-là dans la présentation. Moi, je suis à côté RSE, en fait, je suis manager en durabilité. Donc, j'ai une formation de juriste et de politiste. Donc, je ne suis pas du tout, je ne sais pas coder. Voilà. Mais ce que je peux vous dire de ce que j'ai lu, y compris pour avoir lu d'autres types de codes dans ma vie professionnelle, c'est que la manière dont ça a été développé est la manière la plus frugale possible, la plus compréhensible et qui va permettre à un grand niveau de quel que soit le niveau de seniorité, y compris de vos développeurs en interne, de pouvoir aller prendre cet outil, le travailler et le mettre chez vous. Donc n'hésitez pas, puis nous on est là aussi pour faciliter ces intégrations. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour le calculateur, vous allez pouvoir sélectionner le provider, donc c'est-à-dire l'entreprise qui crée les modèles d'IA, choisir le modèle sur lequel vous êtes, et puis décrire un petit peu ce que vous comptez y faire. Et là, vous allez avoir une estimation à la fois en termes de consommation d'énergie, d'émissions de CO2 et d'utilisation des ressources. Alors, on parle d'énergie primaire pour les plus RSE d'entre vous, et aussi de ressources abiotiques. Donc les ressources abiotiques, ce sont les ressources liées à l'utilisation des minerais. Et récemment, on a intégré l'usage de l'eau aussi dans ce calcul,
Ça n'a pas été encore lancé, il me semble, mais c'est un travail qui est en cours. Au niveau de la méthodologie, pour vous simplifier et pour vous expliquer comment ça fonctionne, globalement, vous êtes un client, vous allez envoyer une requête, donc c'est le moment où vous allez taper votre prompt sur une interface d'intelligence artificielle, et vous allez recevoir une réponse. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intercepte ces calculs, enfin ces éléments que vous fournissez et la réponse qui vous est donnée. Et c'est ainsi qu'on calcule sur plusieurs aspects. Où est-ce qu'on intervient, nous? Encore une fois, c'est sur l'inférence. Donc, on va aller tenir compte de l'usage de l'IA, du refroidissement et du compute, c'est-à-dire de l'utilisation pure et dure dédiée à cette tâche-là d'intelligence artificielle. Alors, pour les plus connaisseurs d'entre vous, si je fais des amalgames au niveau des définitions, n'hésitez pas à le préciser dans le chat pour être le plus précis possible. Donc c'est un périmètre limité. Encore une fois, comme vous le voyez tout à l'heure, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est avoir une véritable analyse de cycle de vie, une véritable ACV. Et par ailleurs, même si on se concentre sur les éléments que vous voyez ici, on n'a pas toutes les informations. Donc, pour répondre partiellement à la question de tout à l'heure, de fait, l'impact est quand même un peu minoré. Donc, ce que l'on prend pour calculer ça, dans la phase d'utilisation, on va prendre le nombre de tokens. Le nombre de tokens, on pourrait le simplifier en disant que c'est un nombre de caractères ou de mots. En fait, les tokens, en informatique, c'est une manière de catégoriser, de découper des éléments. Voilà, c'est un peu comme dans une image, ce serait des pixels, ce qu'on a plus dans le langage commun en tête. On va prendre en compte le modèle et aussi sa latence, parce que la latence va permettre parfois de décaler une recherche et d'être sur des modes de consommation moins énergivores, etc. On estime la consommation en électricité. Et comment on estime cette consommation en électricité? Eh bien, pour ça, il y a des bases de données, notamment hébergées pour beaucoup sur Hugging Face, qui fait un gros travail en la matière et qui a parmi ses représentants Sacha Lucioni, qui est une chercheuse et particulièrement engagée et visible sur les réseaux pour ses travaux sur l'estimation de l'impact de l'IA générative. On prend en compte également toutes les initiatives qui sont autour de l'évaluation de cet impact. Et on fait un calcul de conversion. Pour ça, on a d'autres facteurs d'impact qui viennent entrer dans le calcul, notamment les bases ADEME et puis les bases internationales hors ADEME. Bon, pour la phase de fabrication, parce qu'on prend en compte, donc, comme vous l'avez vu, une partie du matériel, notamment sur les puces, donc les GPU, et également sur les serveurs. Là, pour le coup, on s'appuie sur les bases de données de Boavista, qui est aussi un partenaire. Donc, les données analysées, comme je vous le disais, c'est une forme de consommation énergétique par token. Le nombre de paramètres que comprend le modèle. Donc, je ne sais pas si vous êtes familière de l'intelligence artificielle et des modèles d'IA, mais en somme, ce qu'on a constaté, et c'est ce que je vous ai illustré au début, c'est que la taille de ces modèles a eu tendance à augmenter. Et là, il y a on pourra l'aborder en question si on a le temps ultérieurement, mais il y a toute une réflexion sur est-ce que des modèles plus petits permettent de réduire? A priori, oui. Mais petit warning, quand on entend que notamment des acteurs tels que DeepSeek, donc acteurs chinois, ont pu créer des modèles plus petits et plus efficaces, en réalité, souvent, les modèles plus petits ont d'abord été entraînés sur des modèles très grands, très larges. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des LLM, Large Language Model. Donc, je vous passe la technique, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer, en fait, en fonction des modèles, autour d'une régression linéaire, pour ceux qui ont encore en tête leur cours de stats ou de mathématiques. Et globalement, plus côté méthodologie RSE, on va regarder ce que la requête demande et on va calculer l'impact en matière de consommation énergétique à l'aide de facteurs d'émission, comme on le fait pour d'autres types de produits. Et là se pose le problème de comment on estime la taille des modèles
notamment dits propriétaires. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les modèles qui ne sont pas accessibles, pour lesquels on n'a pas d'informations en fait sur leur taille, sur leur nature, sur la manière dont ils ont été entraînés, sur la manière dont ils fonctionnent. Et ben là, on fait en fait une comparaison. Donc c'est le mieux qu'on ait trouvé à date avec des modèles open source, donc des modèles dits ouverts. On fait des benchmarks, on compare, on fait des tests autant que possible, on aimerait en faire plus. Et puis, on se base aussi sur la différence de prix, parce que ça peut être un indicateur de la taille, la performance, etc., ou les modalités, l'investissement qui est fait pour ces technologies, et puis les fuites d'informations sur ces modèles. Donc, on veille à ce qui peut circuler dans l'écosystème et ce qui peut être révélé au grand public. Donc, si vous deviez vous dire, OK, maintenant, comment j'utilise concrètement cet outil-là? Pour vous, dans votre entreprise, voilà, en tant que citoyen, ça peut être le calculator, juste pour prendre conscience des ordres de grandeur, vous dire, OK, bon, peut-être que la prochaine fois, je ferai une simple recherche sur un moteur de recherche de votre choix. Par contre, en interne, sur mon entreprise, je prends mon exemple, moi je suis donc manager de durabilité chez Equimetrix, qui est une entreprise de sciences de la donnée. Et chez nous, on a un usage d'intelligence artificielle. On déploie des modèles chez nos clients, on crée des outils au service de la durabilité notamment, qui utilisent des modèles d'intelligence artificielle et des technologies et des algorithmes d'intelligence artificielle plus classiques, pas seulement du génératif. Et ben on s'est dit, on va calculer en fait quel est l'impact concret de déployer ce genre de solution. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau, si on crée un chatbot par exemple, on va se dire, avec Ecologits, on va aller calculer quel est l'impact de ce qu'on a créé, quel est l'impact que ça va avoir aussi quand nos clients vont l'utiliser. Et on tient compte de tout ça et on va proposer, par exemple, de réduire ça, de proposer un autre mode de fonctionnement qui fonctionnerait quasi tout aussi bien et peut-être parfois sans IA ou avec des modèles plus économes. On va proposer aussi d'héberger nos solutions dans des pays où les serveurs, dans des serveurs où les pays ont un mix énergétique plus raisonnable. Les pays nordiques, notamment la France, etc. Voilà, donc ça, c'est un usage concret de notre outil. Voilà, donc il vient s'interfacer ici. Ecology, ça a été intégré par les ministères français à travers leur outil Comparea AI, où l'idée, c'est de se dire qu'ils comparent les résultats en termes de pertinence sur si j'utilise OpenAI versus si j'utilise Mistral AI. Et ils ont utilisé Ecologis pour la partie évaluation environnementale. On a des actions de sensibilisation. Je surveille l'heure. Vous m'entendez toujours bien, vu que moi je n'ai que mon écran, je ne vois pas vos visages, je ne vois pas les réactions, tout va bien pour le moment? Oui, c'est bon. Ok. En gros, tu as 7 minutes encore pour aller Ouais. jusqu'au bout de la présentation, ça va? C'est parfait. Merci. Donc on est hyper fiers des chiffres, encore une fois, on est une asso avec des bénévoles engagés qui font ça sur leur temps libre, à commencer par notre bureau que je salue. Et on voit que ça prend en fait. On a de plus en plus de demandes, on a des demandes de partenariat avec des grandes entreprises pour les aider à implémenter chez elles, et un nombre de téléchargements et d'utilisation qui est significatif pour un outil associatif. Nos prochaines étapes, ce sera donc, comme je vous le disais, d'ajouter l'eau notamment, mais ça c'est vraiment en cours et c'est sur le point d'être lancé. On aimerait aussi améliorer la méthodologie, étendre nos périmètres, s'interroger sur des autres fonctionnalités que les requêtes chat type les embeddings, les RAG pour les plus connaisseurs d'entre vous, et la génération d'images. A priori, ça va être un gros facteur d'édition. Et puis ajouter des fonctionnalités plus grands outils, encore plus utilisables et plus mobilisables par le plus grand nombre. Donc voilà nos objectifs pour 2025. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a une offre de sponsoring pour l'entreprise qui comprend une présentation aux équipes notamment, et puis des offres des solutions d'accompagnement
dédié aussi aux collectivités et aux ministères pour qu'ils apportent leur soutien aux travaux de l'association. Voilà. De toute façon, toutes les informations seront disponibles via Frédéric et je pense on peut passer aux questions. Et je quitte la présentation de sorte que je peux vous voir et ce sera plus agréable et interactif. Merci Claire déjà pour toute cette présentation. On laisse la parole aux participants. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main et à poser vos questions. Je crois que Julia, tu avais une question. Merci Frédéric. Enchantée Claire, merci pour la présentation. J'étais curieuse de voir si, hormis toi, chez Equimetrix, par exemple, tu as des collaborateurs qui contribuent au travail de GenAI ou plus largement, en fait, on est adhérent chez Boas Vista aussi et je vois aussi les parallèles qu'il peut avoir. Est-ce que vous avez de la difficulté peut-être à aller recruter des bénévoles ou aller les chercher à l'échelle du collaborateur? Enfin voilà, c'est un peu ma question là-dessus. Oui, alors oui, en fait, qui participent aux travaux purement d'Equimetrix, membres. On a Théo Alves da Costa, qui est aussi membre du CA de GenAI Impact, qui est le coprésident de Data for Good, et qui est le partenaire chez Equimetrix, donc sur les aspects de durabilité. Oui, on a d'autres collaborateurs qui viennent participer, notamment à des débats méthodologiques. On avait toute une question sur, et vous pouvez le retrouver sur le GitHub que vous aurez en lien dans la présentation, vraiment d'un point de vue méthodo-technique, s'interroger sur quand on interroge le nombre de tokens en entrée versus le nombre de tokens en sortie. C'est-à-dire votre requête versus la réponse requête par l'IA. Et à date, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est plutôt sur l'output. Et c'est le genre de débat qu'on va pouvoir aller nourrir et sur lesquels on va pouvoir aller s'interroger. Tout est en contribution libre, mais oui, on a même une équipe Green IT chez Equimetrix qui, pour le coup, développe et complète la calculette en utilisant Ecologits. Donc, oui. Karine Lambert, je crois que vous aviez une question aussi. Oui, vous l'avez peut-être dit précédemment, mais je voulais juste m'assurer que ce soit possible. On a, nous, fait le choix du Small Mistral, du modèle Small Mistral, sur une machine en interne pour pouvoir y partager des données un peu confidentielles en toute sécurité. Est-ce que votre calculateur peut nous permettre de fonctionner sur ce type de modèle? Alors, je ne sais pas exactement si ce modèle-là est pris en charge actuellement. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se pencher ensemble sur ce besoin spécifique qui est le vôtre lié à votre choix. J'imagine aussi un peu de positionnement sur l'écosystème, de prendre Mistral plutôt que d'autres acteurs internationaux peut-être. Et en fait, la question qui se pose là, de ce que je comprends de votre question, c'est aussi le point de la sécurité, donc plutôt en bastion, c'est ça? Est-ce que le calculateur peut, alors qu'il vient à un moment donné intercepter une information, être déployé sur un espace sécurisé, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. A priori, pour moi, oui, mais encore une fois, je suis pas la personne la plus technique de l'association, mais c'est un point que je ferai remonter et puis soit je communiquerai l'information à Frédéric, soit je rajouterai un slide sur la question avant pour partager le document. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas faisable en fait. Parce que généralement, quand vous fonctionnez en bastion et que vous allez interroger votre modèle, vous allez être en fait sur votre espace et sur un espace sécurisé qui n'est pas accessible hors de la relation entre votre entreprise et le provider. Donc, a priori, si vous le mettez dans cet espace-là, ça devrait fonctionner. Mais encore une fois, je reviens vers vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions, d'autres partages d'expérience aussi, ou est-ce que vous avez d'autres interrogations?
je vois une Une page en version français. française. Ouais, en effet. C'est vrai que c'est un travail à mener. C'est un questionnement qu'on avait, hein, parce que la communauté aussi open source a tendance à être plutôt anglophone. Ça nous permet de rayonner aussi plus et d'attirer des personnes non francophones pour ces travaux. Il y a un gros pôle au Canada en fait qui se penche sur la frugalité de l'intelligence artificielle, et sinon le gros du travail, c'est vrai, est mené par l'Union européenne, en Union européenne, et les principaux acteurs sont belges, suisses, luxembourgeois. Voilà. Donc le francophone est quand même très présent. Sylvain, je crois que vous aviez une question. Allez-y. On a justement sur une chose et liées aux IA. Il y a des mesures aujourd'hui d'estimation qui sont données et qui d'ailleurs renversent un peu la table en matière de répartition. Alors Sylvain, on t'entend Sylvain, pas ça très coupe. bien, ça coupe, on t'a perdu là sur la fin. Est-ce que vous attendez des gains d'efficacité sur les IA à venir pour réduire cette explosion auquel s'attendre? Oui, ok, je pense avoir capté l'essence de la question sur les Des gains gains d'efficacité d'efficacité sur les versus. prochains. Voilà. Oui, versus, oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est prôné forcément par les fabricants quand ils commencent à voir qu'il y a des interrogations qui sont mises sur, qui portent sur l'impact de leur solution. En l'état, dissocier purement de General Impact là pour prendre ce positionnement, mais le fait est que en matière d'usage de nouvelles technologies, la R&D va aller beaucoup plus rapidement et les investissements pour ces innovations vont souvent aller beaucoup plus rapidement que le législateur ou la prise de conscience ou la mesure préventive des éventuels impacts. De sorte que cette promesse de la technologie et d'une forme de technosolutionnisme en fait, qui viendrait s'auto-réguler par un gain d'efficacité, il est à date pas démontré. Et en matière d'intelligence artificielle, vu la rapidité du développement, vu l'impact que ça peut avoir sur l'utilisation des ressources, il paraît pas raisonnable en tout cas, laisser les gains d'efficacité seuls driver la manière dont on va réguler ça et interroger les cas d'usage. Mais ça peut aller sur des choses concrètes, de se dire où est-ce qu'on améliore vraiment le bien commun? Est-ce que des usages d'intelligence artificielle pour l'invention de nouvelles protéines et l'accélération de la formulation en matière scientifique et médicale est bénéfique? Évidemment, oui. Mais là encore, si on creuse un peu la question, c'est pas le gros des usages qui est fait à date. Et en fait, l'un des points principaux, c'est de se dire collectivement, posons-nous, mesurons, anticipons. Oui, il va y avoir des gains d'efficacité, on y travaille pour que on puisse aussi le rendre plus accessible, etc. Et une vraie démocratisation, en fait. Mais les gains d'efficacité seuls, a priori, ne couvriront pas. Et historiquement, négatifs qui viennent dans un contexte de réchauffement climatique généralisé. Maintenant, j'ai pas de proportion entre les gains d'efficacité et... Denis, je pense que vous aviez aussi une question. Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Alors, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que parmi les actions que vous menez une action sur la transparence, tout simplement, de l'utilisation de l'IA? J'entends pour le grand public. Par exemple, on est de plus en plus, je dirais par défaut, utilisateurs sur Internet de chatbots,
on va sur LinkedIn où il y a beaucoup d'images générées par IA, énormément de posts générés par IA, de plus en plus de sites Internet le sont également. Et très honnêtement, je pense qu'à part les quelques experts qui sont extrêmement avertis par rapport à ça, les gens ignorent qu'il y a eu une utilisation d'IA. Alors, toutes les actions sur une mesure telle que vous les faites, elles sont passionnantes, mais est-ce que, ne serait-ce que déjà rendre transparent cette utilisation ne serait pas également une étape très importante? Je vous remercie. Absolument. Merci beaucoup pour cette question qui est finalement a trait à énormément d'aspects qui dépassent le périmètre d'action de l'association. C'est un positionnement qui était délicat pour nous à trouver aussi parce que au-delà de, on a des engagements individuels, on a un écosystème qui se bat en la matière. Nous, on essaie vraiment, chez GenAI Impact, ce qu'on essaie, c'est de se positionner de manière scientifique pour éviter cet écueil en fait de être dénoncé pour militantisme. Qui est un écueil que on va dire que le panel, le spectre des personnes qui se penchent sur les calculs d'impact en général auxquels on fait face. En l'occurrence, complètement, il y a des initiatives européennes pour demander que les usages de l'intelligence artificielle soient à minima signalés, donc les images dont vous parlez, par exemple. Le grand public, ce à quoi on veille aussi, c'est, nous on est plus au niveau de la sensibilisation, c'est-à-dire au niveau de la prise de conscience, effectivement, c'est pour ça qu'au début on était parti sur un outil pour les développeurs, en disant c'est là qu'il va y avoir le plus d'impact, etc. Et qu'on a créé le calculateur qui est un peu plus accessible. Il faut quand même un peu jeter un œil et se dépatouiller, mais voilà. C'est quelques dizaines de bénévoles qui ont fait tout ce que je vous ai montré là, donc c'est déjà énorme. Mais en somme, il faudrait faire attention aussi à ne pas retourner encore une fois le narratif sur une responsabilité individuelle, qui serait la responsabilité d'un consommateur auquel on a mis à disposition une solution sans présenter ses contreparties, les externalités négatives, comme on dit en économie, de sorte que la faute serait rejetée finalement sur l'utilisateur final. En l'état, nous, ce qu'on constate à l'échelle de l'entreprise, par exemple, c'est que pour un utilisateur, si on lui explique, et que dans sa politique RSE notamment, il va se dire, est-ce que j'utilise un modèle plus consommateur versus un modèle moins consommateur? Ou alors, est-ce que j'accepte de recevoir la réponse à ma question, celle-ci précisément, demain? Parce que du coup, j'aurais fait fonctionner à un autre moment où les grids, donc le potentiel d'énergie et la disponibilité énergétique d'un pays, par exemple, ou d'un continent, est moins sous tension. Est-ce que j'accepte de faire ça? Une espèce d'heure creuse. Et généralement, quand on fait de la pédagogie, tant aux entreprises qu'aux citoyens, ils adoptent. Maintenant, encore une fois, le fait de générer des starter packs qui était une aberration et sur laquelle tout le monde est parti, même si c'était très sympa en soi, on a tous envie d'être représentés et d'être packagés, quoique. Mais voilà, ça peut pas. Disons que la responsabilité, elle incombe aux sociétés qui créent ce besoin-là, comme tout nouveau besoin. Mais c'est des sciences politiques et là, c'est de la théorie du changement. Et en l'occurrence, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Il faut s'interroger et choisir les usages de manière plus réactive maintenant. Mais oui, évidemment, c'est complémentaire. Mais nous, de notre côté, à part faire de la sensibilisation, communiquer avec les journalistes pour leur expliquer, refaire des points sur la méthodologie, ce qui est vrai, ce qui est scientifiquement possible pour le moment, on atteint un peu nos limites. Merci beaucoup pour votre retour. D'autres questions aussi, en attendant aussi, je le précise, mais ça fait peut-être écho à ce que tu dis, Claire, c'est des travaux d'ailleurs qui sont menés avec par Tuba, la métropole de Lyon et puis notamment d'Aventure et d'autres, autour d'une boussole de l'IA. Donc là, ça fait écho à ce que tu disais, c'est se dire avoir des outils qui permettent aussi, alors là, pour le coup, dans le contexte plutôt professionnel, d'avoir des outils qui permettent de se dire est-ce qu'on doit y aller, est-ce qu'on doit utiliser de l'IA ou pas, notamment de l'IA générative, mais pas que. Donc je pense que voilà, ça, c'est des travaux qui seront partagés prochainement aussi, enfin, d'ici peut-être la fin de l'année ou
l'année prochaine. Et je pense que voilà, ça contribue aussi à cette logique un peu de maturité sur la question des usages autour de l'IA, effectivement. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une aussi, c'était un peu peut-être de manière un peu provocatrice, mais est-ce que GenAI, est-ce que EcoloGits utilise de l'IA pour contribuer justement à ces estimations? C'est vrai. Alors, que dans les tests, et c'est vrai que j'aurais pu vous mettre que ce PowerPoint a été fait par un humain, avec quelques fautes, du coup, je l'ai noté. Mais est-ce que... Alors après, dans les secteurs dans lesquels on exerce, en l'occurrence tous les bénévoles, oui, ce sont soit des chercheurs en data science, soit qui mettent en place, enfin qui mobilisent des outils d'intelligence artificielle et des algorithmes dans le cadre de leur travail. Donc oui, on baigne tous dans cet environnement quand même. Maintenant, c'est ce que tu disais, c'est est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et systématiquement, on interroge ça. C'est la première question. Et puis, on s'informe, on étudie, on complète, on discute, on s'encourage aussi parce que, je n'aime pas trop utiliser le terme parce qu'il a un côté un peu, euh, euh, une tendance à se réaliser par le fait qu'on le prononce, mais le backlash autour de l'ESG notamment, faut se dire que toutes les personnes engagées commencent aussi à être bien fatiguées de se battre contre des moulins. Et que donc on a besoin de faire communauté, de discuter, d'échanger, de faire prendre conscience aux gens et que ces personnes-là nous disent comment je peux contribuer, où ça, pourquoi, avec mes compétences à moi. Donc voilà, quelles que soient entre guillemets les compétences aussi, pour ceux qui regarderaient le replay, même en matière de communication, justement, comme le disait Denis, il faut pouvoir consacrer du temps à ça, à la pédagogie. On avait postulé pour un appel à projet avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation sur le fait de diffuser aussi dans les territoires des ateliers très concrets enfin c'est ce qu'on avait proposé pour rendre tangible en fait et prendre l'échelle en fait de ce que ça représente. Parce que dans nos vies, a fortiori quand Claire Seigneur vient vous parler de token, moi-même, voilà, c'est moins tangible. Quand j'essaie de l'expliquer à mon fils, ça le devient. Voilà. Une dernière question peut-être, David, je crois que tu as levé la main. Oui, merci beaucoup pour cette très belle présentation. J'ai une question justement sur les tokens. Est-ce qu'on a des dashboards, des leaderboards, où au lieu d'utiliser les tokens, parce qu'on sait que les LLM sont très verbeux, d'avoir plutôt des performances, un classement par rapport à la pertinence des modèles. Donc quelque chose Oui, de beaucoup plus tangible. oui. Bonne journée à tous ceux qui quittent. Oui, alors c'est notamment le travail qu'a fait Compareai, donc l'outil du gouvernement, enfin du gouvernement du ministère, où il compare la qualité de la sortie. Après, globalement, ce qu'on constate, et ça c'est plutôt dans mon activité professionnelle, c'est que pour spécialiser, il faut le classique garbage in, garbage out. Donc effectivement, il faut mettre de la qualité en amont, ou en tout cas être en mesure de se dire qu'est-ce qui est la qualité et qu'est-ce que je recherche. Donc oui, il va y avoir des petites recommandations, des petits tips à mettre en place. Typiquement, terminer votre prompt en demandant au LLM, enfin à l'intelligence artificielle, l'outil, au chatbot que vous utilisez, d'être concis. Ça peut être un outil pour qu'il y ait moins de tokens en sortie. Et des choses simples. Si vous savez que vous pouvez réduire le nombre d'interactions avec, en étant le plus précis dès le début de votre côté et en ne faisant pas réécrire parce qu'il y a 3 mots qui doivent changer, et ça, vous le faites vous, ça a un impact. Et récemment, je crois, il y a une semaine ou 10 jours, était sorti un article ou un post LinkedIn sur l'impact de dire merci à ChatGPT, notamment. Parce que finalement, il repart dans une conversation, il vient générer pour... Alors, on dit qu'il faut qu'on soit poli avec eux pour que les résultats soient meilleurs, etc. Mais si vous êtes sur des formats non payants pour votre usage perso ou pro, histoire de rédiger quelques textes ou vous faciliter la vie sur des petits aspects,
il y aura très peu vu que vous ne payez pas pour la solution complète, il n'y aura pas le côté apprentissage. Donc, bon, voilà. L'insulter, lui dire merci, peu importe, mais dans les 2 cas, essayer de limiter le nombre d'interactions. Merci Claire, on arrive, je pense, au bout et on respecte toujours ce timing. Je sais que c'est important pour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, pour ces échanges et le partage de ce projet et ces différentes dimensions. Merci à toutes et à tous pour votre participation. J'explicite que 2-3 éléments que j'ai mis dans le chat. Effectivement, ça fait écho, le prochain café d'Atable, il fait écho en partie à ce que tu as déjà évoqué, puisqu'on parlera de numérique responsable et notamment comment l'innovation technologique a besoin de se réinventer à un moment où on est effectivement dans un temps ou dans un monde fini ou avec des technologies qui finalement améliorent moins finalement leur performance. Donc ce sera le 19 juin, ouais, c'est ça, avec Tristan Nitto donc, de Octo et qui est ancien fondateur voilà, de Je connais bien. Mozilla et qui viendra partager ce qu'il appelle IROOM, pardon, donc c'est l'inverse de la loi de Moore qui dit que voilà, on améliore les performances chaque année ou on double les performances des processeurs chaque année. Donc voilà, comment réinventer l'innovation technologique dans ce moment-là. Une masterclass aussi d'ailleurs qu'il animera et une formation qui aura lieu en octobre au Tuba. Donc sur les communs numériques, tu as parlé d'EcoloBits et en tout cas de GenAI comme un commun numérique et on sait que voilà, c'est important. En tout cas, il anime une formation aussi qui aura lieu au Tuba en octobre. Et puis j'ai remis aussi l'appel à commun de l'ADEME que tu dois connaître et que peut-être vous connaissez les uns et les autres ou pas. Mais en tout cas, il y a un appel à commun qui a été lancé par l'ADEME récemment, il y a une quinzaine de jours, allez, on va dire. Donc qui permet de Relancer exactement, parce que relancer, ouais, les tout à budgets fait. avaient été un peu... voilà, Tout il à y avait fait. des doutes sur les budgets de C'est l'ADEME. la Donc, 3e édition, ça aurait dû être lancé en décembre, mais finalement, ça a été lancé en mai, mais tant mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à postuler, y compris d'ailleurs aussi à faire appel au Tuba si vous voulez qu'on travaille ensemble sur ces sujets-là ou qu'on porte des dossiers ou des projets ensemble. Ce sera avec plaisir. Et puis, dernière chose, je vous ai partagé, effectivement, et je le ferai par la suite par mail, mais le formulaire de retour sur les cafés d'Atable. Donc, n'hésitez pas à le remplir pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, et à me faire des suggestions pour que, pareil, on ait toujours cette programmation à l'avenir et qu'elle soit la plus utile possible pour toutes et tous. Je redis vraiment merci beaucoup à Claire pour son temps et cette présentation. Dans la foulée, enfin, ou dans les prochains jours, là, on vous enverra à la fois le lien du replay et puis le lien du support de présentation. Voilà, merci beaucoup. À suivre. merci à tous et toutes pour votre présence. Et ben, à très bientôt. Merci. Merci.